Salut, salut à tous. Bien, allez là on revoit quelques séquences de ce fameux tir du 22 décembre 2017 dont je vous avais un petit peu parlé sur 2 vidéos. Je remettrai les 2 liens en dessous. Alors donc, ce fameux tir du 22 décembre où on a pu observer de très bonnes choses, surtout de très bonnes informations, et ceci du fait que le lancer a été fait juste après la tombée du jour. Donc le ciel était encore, lui par contre, était encore exposé au rayonnement solaire. Ce qui a permis donc de voir l'évolution du tracé et du parcours de cette fusée dans notre ciel. Ce qui nous a permis donc aussi d'apercevoir en fait cette fameuse fusée rentrée dans ce dont on avait parlé, donc ce que constitue notre voûte céleste, et en grande partie donc cet océan liquide, donc océan bien entendu qui n'est pas de l'eau, mais qui est composé donc apparemment d'hélium liquide et je pense aussi d'hydrogène liquide aussi, puisque bon, de toute façon l'hydrogène prend la même destination, mais par contre l'hydrogène va se placer au-dessus, mais donc fatalement on retrouve tout de même les 2 éléments. Donc vous reverrez les 2 petites vidéos que j'ai fait, un petit peu explicatives. Et ici en fait je vais souligner un petit passage dans la séquence, plus particulièrement pour parler d'un certain gaz. Allez, là je fais un petit arrêt sur l'image. Et ce que vous pouvez observer aussi, c'est une fois que la fusée a atteint, donc est rentrée dans le superfluide à ce niveau-là, et que juste en entrant dans le superfluide, le réacteur numéro 1 qui est ici, qui a été largué, il a été largué à l'entrée de cette zone. On voit qu'il continue quand même dans le superfluide, puisqu'il n'y a aucune résistance, donc il va poursuivre pendant un certain temps, bon, à une vitesse inférieure, puisqu'il a été largué, donc il est déjà moins rapide que le réacteur numéro 2, et mais malgré tout il n'y a pas de résistance, il va continuer, mais là on voit que au bout d'un petit moment il retombe, et c'est pas qu'il perde de la vitesse, parce qu'une fois qu'on est rentré dans le superfluide, que ce soit aussi bien le réacteur numéro 1 qui est ici, qui a été largué, que le 2, une fois qu'ils sont rentrés, ils conservent leur vitesse. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accélération, et il n'y a pas de décélération non plus. La seule chose qui va se passer,
c'est que c'est la composition de cette fusée. C'est plus lourd que les gaz et voilà, ce sont des éléments plus lourds que l'air en règle générale, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que ça va tomber. Parce que même là-haut, il y a toujours le haut et le bas. Ce qui doit aller en bas, retourne en bas, tout simplement. Donc là, dans cette séquence-là, on aperçoit le réacteur numéro 1 qui va en fait redescendre et retomber dans l'atmosphère. Disons la partie gazeuse de notre atmosphère. Je vais essayer de stopper au moment où... Voilà. Ah ben non, allez, hop. On va remettre en plein écran. On va essayer de faire un arrêt. Voilà. Donc on est à peu près bon. Le réacteur numéro 1 est ici. Là vous voyez aussi, ce qu'on peut observer, c'est que c'est la délimitation. Hein. On voit que la propagation des molécules, hein, l'éjection des molécules partent tout azimut. Il n'y a aucune contrainte. C'est pour ça qu'on n'a pas le panache de fumée comme on avait avant lorsqu'on est dans un espace, on va dire, rempli de gaz, quel qu'il soit. Et là, par contre, là, c'est une diffusion. Vous voyez bien que c'est une diffusion tout azimut et sans aucune contrainte. C'est pour ça que vous avez ce grand panache. Et oui, j'étais parti sur autre chose. Oui. Et là, en fait, on voit pas dans toute la séquence, là, dans cette vidéo, on voit pas tout. Mais lorsque le réacteur numéro 1 ici va passer, en dessous, en fait, il va revenir dans les gaz de l'atmosphère. En fait, il va s'enflammer et on aura une traînée, comme au départ, une traînée de fumée à l'arrière, hein, une traînée tout à fait conventionnelle, on va dire. Et on peut observer aussi, je vais remettre la séquence, vous verrez qu'après, toutes ces particules, hein, toutes ces particules qui ont été éjectées, vous allez voir qu'elles vont en fait s'estomper. Elles s'estompent de quelle façon? En fait, elles retombent. Tout simplement du fait de leur propre poids. Hein, dans ce milieu voilà, où il y a zéro résistance, hein, zéro viscosité. Donc toutes ces particules vont retomber et on voit qu'elles vont stagner justement à cette limite, hein, on va dire cette frontière entre l'atmosphère, on va dire gazeuse et l'atmosphère liquide et fluide et superfluide. On voit que tout va retomber. Et pendant un moment, de toute façon, il y a certaines séquences qui ont été filmées un peu plus longtemps, où on voit en fait ce nuage, en fait, ce ciel qui va rester couvert, mais justement sur le front du seuil des deux espaces. Hein. Je vais relancer un petit peu la séquence et vous allez voir de quelle façon ça. On voit très bien que ça retombe. Allez, ouais. On la relance. Vous allez voir comment ça va retomber. Hop, oui, hop, toutes les particules qui, après avoir été diffusées, sont retombées, tout simplement. Et ça va créer un front, une sorte de front nuageux, mais en limite, voilà, de gaz et du liquide. Je vais mettre une autre séquence qui est assez intéressante. Et là, on va avoir la télémétrie avec. Hein. Attendez, là, je l'ai stoppé. On est en... Décidément, c'est très sensible, ces petits appareils. Voilà. Là, on a la fusée qui est à 877 km/h. On est à 6,3 km d'altitude. Et ce que vous allez observer, c'est à un moment donné, je vais suivre à peu près l'altitude hein, avec la télémétrie, et vous allez voir aux environs des 10 km, hein, l'altitude de vol général des avions. Hein, les avions de ligne volent au-dessus en général
entre 10 et 11 km d'altitude, parce que justement au-dessus, on se retrouve au-dessus des nuages, en règle générale. Après, bon, des fois, ça déborde un petit peu en hauteur, mais en règle générale, on n'a pas de nuages au-dessus on va dire, des 11 km. Hein, ce qui permet aux avions de voler aussi vite et sans être confrontés à une masse d'eau, hein, c'est-à-dire des nuages. Et lorsqu'on est en vol dans un avion de ligne, lorsqu'il y a des perturbations, c'est parce que justement l'avion se retrouve confronté à des masses nuageuses, même si elles sont pas très épaisses et tout, mais on le ressent très très bien. Il y a des turbulences. Et bien, lorsque vous êtes en avion et qu'on vous annonce, on vous demande de vous mettre la ceinture et parce que on vous dit qu'on rentre dans une zone de turbulence, c'est qu'en fait vous rentrez dans une zone où il y a énormément d'eau. Et là, il s'agit bien d'eau. Et là, par contre, l'avion est obligé, souvent en tout cas, soit monter, soit en tout cas de ralentir. Parce que rentrer en avion à 900 km/h dans un nuage, machin, c'est de la folie pure. Hein. Donc vous allez voir un petit peu le panache de la fusée. Vous allez voir la réaction lorsque ça arrive à cette altitude-là. Et surtout, ce qu'on va pouvoir voir, c'est on va pouvoir voir le panache et un petit peu tout le reste. Ce qu'on voit, c'est que le soleil le jour vient à peine de se coucher. Donc en altitude, le rayonnement solaire est encore perceptible. Donc ça va mettre en évidence, si c'était un nuage, ça serait on verrait très bien les nuages dans le ciel. Là, c'est la traînée de la fusée, donc elle est très très bien mise en évidence, simplement par le rayonnement lumineux du soleil. Voilà. Et est-ce qu'ils l'ont fait exprès? À mon avis, oui, quand même, parce que ils connaissent très bien leur truc. Donc, avoir fait se lancer là à cette heure-là, ils savaient pertinemment que beaucoup de choses allaient être vues. Donc, à mon avis, c'est un test, c'est histoire d'habituer les gens à percevoir certaines choses, quoi. Sans forcément, bien sûr. Et surtout sans leur expliquer pourquoi, sans leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais lancer là allez, hop, voilà, bien entendu hop, là on est à 7,5 km, 8 km, 9, 10. Voilà, déjà ça devient beaucoup plus lumineux. Ça devient beaucoup plus lumineux. On va couper le son de la machine. Hop, ça va bien. Voilà. Et puis là, on va suivre. Là, on est à 17 km. On est à 2000 km/h. La vitesse progresse. Bon, j'avais quelques doutes quand même sur la vitesse, mais bon, allez, on va dire que c'est ok. Si on prend en compte, on dit que l'altitude est bonne, on va dire que la vitesse est bonne aussi. Allez, on arrive aux 3000 km/h. Là, c'est dommage, ils ont décalé la télémétrie, mais on va voir une vue, sur une caméra après. Mais ce qui va être très intéressant, c'est d'apercevoir à un moment donné, vous allez voir là, on est à 50 km. Alors observez bien ce qui va se passer. Alors, comme je vous ai dit, hein, on voit très bien le panache. On est à 60 km d'altitude. Et vous allez observer ce qui va se passer. Là, disons cette masse. Et voilà, là on a vu le panache qui s'est, pour ainsi dire, pas arrêté, mais qui est devenu beaucoup plus petit. Allez, hop, je vais faire un petit stop. On va revenir en arrière. Oui, je disais, donc là vous avez observé en fait arriver à peu près c'est entre 66 et 69 km.
on va changer, disons, la fusée va arriver dans une zone où va changer de gaz. Disons que dans cette zone-là, c'est un autre gaz. On change de gaz et on l'observe très très bien, puisque le gros panache blanc que vous avez là, vous allez voir qu'il va se réduire. Et on va voir un simple panache qui, là sur cette vidéo, on voit quand même la petite traînée, mais qui est déjà beaucoup plus étroite et très peu réfléchissante. Donc en fait, on a, on va dire, voilà, de la fumée qui est relativement, on va dire, noir ou un gris très foncé, quoi. Et ça, en fait, c'est les gaz qui sont, en fait, les gaz qui se trouvent à cette altitude-là, qui en fait, c'est là le gaz qui est en fait oxydé par la chaleur du passage du réacteur, quoi. C'est un gaz qui a été simplement échauffé et ça va produire cette fumée, on va dire, noire, opaque et qui ne reflète qui ne reflète quasiment pas le rayonnement solaire. Et ceci, ça va se passer donc à peu près entre, grosso modo, 66 km jusqu'à une dizaine de kilomètres. On va dire, allez, de 66 à 69 jusqu'à 76, 79 kilomètres. Vous avez une dizaine de kilomètres avec ce fameux gaz dont je vais vous parler après. Allez, là, je relance ça. 60 km, 62, allez, 65, voilà, 66, et là ça va démarrer, voilà. Allez, je vais essayer de stopper. Allez, c'est filé. Tac. Et vous avez, là c'est en plus assez étrange, parce que là c'est bien délimité, hein. Vous voyez que vraiment c'est en plus cette zone là est étrangement assez bien délimitée, hein. On est vraiment là dans une fumée qui est à peine visible. C'est bien parce que c'est grossi, parce que sur pas mal d'autres vidéos qu'on peut voir, on aperçoit, pour ainsi dire, pas le panache à l'arrière. Ça provient de quoi? Là c'est très lumineux, c'est parce que ça reçoit en fait encore le rayonnement solaire, mais ici c'est très peu visible. Il n'y a que vraiment dans certains grossissements et tout qu'on l'aperçoit, mais c'est parce que c'est une fumée qui, déjà qui n'est pas blanche, hein, donc elle reflète très très mal la reproduit très très mal la lumière. Là c'est très étonnant vraiment la démarcation qu'on a ici, quoi. Après, alors, ce qui va s'en suivre, c'est sur, pareil, il a peut-être, on va dire, une quinzaine de kilomètres, il me semble, au maximum. Là, on rechange de gaz, en fait, hein. C'est vraiment plusieurs couches de gaz assez bien délimitées, quoi. C'est assez surprenant. Et surtout à l'altitude où ça se passe. Moi, je m'attendais à de telles choses dans notre ciel, mais je m'attendais à percevoir certaines choses, mais à une altitude bien supérieure. Donc moi j'ai pas été surpris de ce que j'ai vu là, mais j'étais plutôt surpris par la faible altitude. Et là pour moi, donc cette zone, en fait, là il s'agit ici, à nouveau, pour moi il s'agit principalement d'hélium, mais d'hélium à l'état gazeux. Alors je vais relancer. Et là très très vite. Tac. Voilà, très très vite. Alors là on a quand même un effet assez fantastique, quoi, à voir. C'est que vous avez la fusée qui en fait je vais passer sur les détails, mais si la fusée est en train de rentrer de biais, est en train de rentrer dans l'hélium liquide. Et là vraiment on est à la frontière. Donc vous voyez que là au-dessus il n'y a pas de projection vers le haut, c'est normal, c'est parce qu'en haut c'est liquide. Mais là en fait la fusée est en train de rentrer et en fait elle projette en fait du liquide, donc de l'hélium liquide, entre autres, hein, puisqu'il y a aussi il y a aussi de l'hydrogène. Mais ça projette
en fait de l'hélium liquide vers en dessous. Et en fait, c'est l'hélium qui, là, ce qui se passe, c'est l'hélium liquide qui redevient gazeux. C'est pour ça que vous avez cette production on va dire de nuages, mais c'est simplement que la fusée, lors de son entrée, va projeter en fait le liquide en fait, vers le bas. Et étant donné l'hélium n'étant plus dans sa zone, on va dire très très froide, donc elle redevient gazeux. C'est ce dont je parlais dans une de mes vidéos dôme et voûte céleste. Bon, je remettrai le lien en dessous aussi, où je donnais quelques explications sur l'océan céleste. Et là, c'est vraiment, vous voyez vraiment la projection en fait de l'hélium vers le bas, et cet hélium liquide qui est remué et redevient gazeux. Donc là, on va poursuivre. Et surtout, vous voyez bien que une fusée qui a dans la partie gazeuse, vous avez cette traînée blanche à l'arrière. C'est normal, c'est parce que vous avez une contrainte. Vous avez de la fumée qui sort et elle se retrouve face à d'autres gaz. Donc en fait, ça crée ce panache. Mais dès lors qu'elle va rentrer, la fusée va rentrer dans la zone superfluide, même s'il doit y avoir quand même une petite zone où il y a un petit peu de résistance, mais c'est vraiment au départ de la zone. Mais après, vous allez voir qu'il y a les particules qui sont éjectées par le réacteur, ne perçoivent aucune perturbation et sont vraiment éjectées tout azimut vers l'arrière sans contrainte. Et donc, on n'a pas un petit panache, mais vraiment un étalement de toutes les projections en tout azimut, quoi. Allez, je vais relancer pour qu'on voit ça. Voilà, et puis comme je vous ai dit, le réacteur numéro 1 est éjecté à l'entrée. Dès lors que la fusée est rentrée dans le superfluide, là vous le voyez, c'est le réacteur numéro 1 qui a été éjecté au moment de l'entrée dans le superfluide. Le réacteur numéro 2, lui. Donc le réacteur numéro 1 automatiquement a perdu beaucoup de vitesse par rapport au numéro 2. Au niveau de la télémétrie, allez, je vais stopper là. Voilà, on donne une vitesse de 7734 km/h. L'altitude 119 km. Donc pour le réacteur numéro 2. Et là par contre, comme j'ai dit dans une des autres vidéos, je vais mettre le lien là, des deux vidéos que j'avais fait, même si elles sont pas super, ça explique un petit peu la chose. Vous voyez les volutes, on va dire des volutes de fumée qui sont éjectées par le réacteur numéro 1. Vous allez me dire oui, mais on voit bien qu'elles sont déformées, par quelque chose, donc il y a bel et bien une contrainte là-haut. Eh bien, en fait, non, mais c'est pas le superfluide qui vient perturber ces volutes et les déformer. Déjà, de toute façon, on voit qu'elles ont une progression très rapide, mais c'est vrai qu'elles sont contraintes. Mais en fait, elles se retrouvent en fait contraintes par quoi? Mais par l'éjection, par ces particules-là, par l'éjection du réacteur numéro 2, qui projette en fait toutes ces particules comme ça en arrière. Et en fait, ces volutes-là sont en fait contrariées par les projections, parce que là, ça se retrouve comme s'il recevait en fait une douche en pleine figure, quoi. Voilà, donc la déformation est créée par les particules projetées par le réacteur numéro 2. Allez, je relance un petit peu. C'est vrai que visuellement c'est impressionnant, mais tout s'explique. Mais surtout là, vous pouvez voir quand même la vitesse de propagation. C'est pas dans du gaz où ceci est possible. Il y a que dans un superfluide où vous avez zéro viscosité où ceci est possible. Donc voilà. Allez, je vais relancer encore un petit peu. Donc là, je vais arrêter sur l'image. Donc voilà, vous avez ce fameux tir du 22 décembre.
Donc la fusée est partie. Lorsqu'elle arrive à peu près aux 10 km, en fait, vous avez le panache qui est très visible. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que le soleil venait la journée, le soleil venait de se coucher. Hein. Bon, c'est le terme employé, venait de se coucher. Et donc là, par contre, à l'altitude, le rayonnement solaire est toujours effectif. Donc c'est pour ça que parce qu'avant aussi, il y a aussi un panache. Plus ou moins gros, hein, parce que c'est toujours pareil, plus bas aussi, et ben là par contre on a beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère et puis des tas d'autres gaz. Mais il y a aussi, dès le départ, il y a bel et bien un panache de fumée. Mais là c'est quand arrivé à une certaine altitude où vraiment ça va être très très visible parce que exposé donc au rayonnement lumineux. Et là on voit très bien que voilà, on dirait que ça s'est arrêté, mais en fait dans la réalité il y a bel et bien de la fumée aussi, mais qui est relativement très très foncée, donc elle n'est pas mise, voilà, elle n'est pas aperçue, elle n'est pas mise en avant par la. J'ai pas trouvé le mot là. Ouais, on la voit pas, mais elle est bien présente. Mais c'est cette zone qui fait donc en fait d'épaisseur, comme je vous ai dit, allez, on va dire entre 10 et 12 km. Et c'est surtout ce point-là, même s'il y a beaucoup de choses, dans ce lancer-là. Mais moi, j'étais très surpris par cette zone-là, ce changement d'état, et surtout que vous avez vu dans ce qui s'est produit. Ben, je vais peut-être prendre une autre vidéo. Vous allez voir. Ce qui est intéressant, peut-être celle-ci. Allez, je vais la lancer puis on va voir. Ouais, ça peut être pas mal là. Allez, voilà, je vais l'arrêter. Là, c'est le premier passage. Là, voilà. Vous avez, là aussi, vous voyez, là, ça c'est. Ouais. Il y a un petit décalage. Voilà. Ce qui est assez surprenant, et on peut comparer cette partie-là, qui se trouve être en fait à l'opposé de ce qu'on va voir par la suite, lorsqu'on rentre dans le superfluide, où là vraiment on a un énorme panache étendu de trucs. Là on a vraiment l'opposé. C'est-à-dire que là par contre c'est très restreint, c'est vraiment un filet mais très restreint et tout. Et en fait c'est ce qui m'a intrigué moi au départ, voilà, c'est que c'est l'opposé quoi. C'est d'un côté vous avez quelque chose de très restreint, de très réduit, et par contre après, voilà, si j'avance la vidéo, vous avez, voilà, vous retrouvez avec vraiment l'opposé, quelque chose d'énorme, de très étalé. Voilà, c'est ce qui a attiré mon attention. Et du coup, donc, j'ai cherché à comprendre, alors, qu'est-ce que ça